Philobox, éléments de philosophie. Qu'en est-il de la vérité et de la capacité de l'homme à énoncer des vérités absolues, selon le philosophe écossais David Hume? Rappelons que traditionnellement, on a pu définir la vérité comme un discours qui correspond à la réalité, un discours qui énonce des propriétés objectives des choses, et non pas simplement des opinions et des croyances subjectives. Depuis l'Antiquité, et Aristote au moins, on a aussi caractérisé le discours scientifique comme un ensemble de propositions nécessaires et universelles. Nécessaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être autrement. 2 plus 2 égale 4. Vous n'envisagez pas qu'il puisse en aller autrement. Et puis 2 plus 2 égale 4, c'est vrai partout, en tout lieu et en tout temps. Nécessité et universalité des propositions vraies. Or le philosophe écossais, philosophe des Lumières écossaises, David Hume, a en partie remis en cause la possibilité pour l'homme d'énoncer de telles propositions nécessaires et universelles, du moins dans les sciences de la nature. Hume distingue 2 types d'objets pour la raison humaine, les relations d'idées et les faits. Et cette distinction est fondamentale pour comprendre ce qu'il a à dire sur la vérité, sur la raison et sur la science. Les relations d'idées concernent les vérités que l'on trouve dans les mathématiques et la logique. Ces vérités sont nécessaires, c'est-à-dire que leur contraire est impossible. Par exemple, dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés est une vérité qui découle des définitions mêmes des figures géométriques. D'ailleurs, même si le monde physique n'existait pas, ces vérités resteraient valables. Hume insiste sur le fait que ces connaissances proviennent de la raison seule. On peut les découvrir sans faire appel à l'expérience, à l'observation. Ces vérités sont dites nécessaires ou apodictiques. Elles sont certaines et évidentes. Elles sont connues soit par intuition, c'est-à-dire que l'esprit, au comble de son attention, prend conscience que la proposition, la droite et la distance la plus courte entre 2 points est absolument évidente. C'est une vérité connue par intuition, c'est-à-dire qu'elle est évidente par elle-même. Elle n'a pas besoin d'être déduite d'une autre. Par ailleurs, il y a effectivement d'autres vérités absolument certaines qui, elles, sont déduites de vérités antérieures. Ce sont par exemple les théorèmes en mathématiques, qui eux peuvent être démontrés à l'aide d'une suite de raisonnements déductifs. Mais quittons la logique, les mathématiques, et intéressons-nous aux sciences qui traitent des faits, c'est-à-dire de choses qui ont lieu dans le monde, qui existent réellement en dehors de nous, et que l'on découvre par l'observation et l'expérience. Contrairement aux relations d'idées, les faits ne peuvent pas être démontrés par la seule raison. Par exemple, dire que le soleil se lèvera demain, autrement dit que le jour succédera à la nuit, puis la nuit au jour, etc. C'est une proposition que nous croyons vraie parce que nous l'avons observée à de nombreuses reprises. Cependant, son contraire, le soleil ne se lèvera pas demain, ou bien le jour ne succédera pas à la nuit, est également concevable, intelligible, dit Hume. C'est-à-dire qu'on comprend parfaitement le sens de cette proposition, et elle n'implique pas contradiction. On pourrait également prendre l'exemple l'eau bout à 100 degrés. Nous avons tendance à déclarer que l'eau bout à 100 degrés parce que nous avons observé un certain nombre de fois que tel était le cas. Cependant, la proposition l'eau ne bout pas à 100 degrés ou l'eau bout à une température inférieure ou supérieure à 100 degrés n'implique aucune contradiction. Cela montre que les faits, eux, sont contingents, l'adjectif opposé à nécessaire.
Les faits dépendent de la réalité et non pas d'une nécessité logique. Ce qui veut dire qu'il est possible que l'eau ne bout pas à 100 degrés. C'est d'ailleurs le cas en haut de l'Everest, où en raison d'une pression atmosphérique inférieure, eh bien l'eau bout à une température inférieure à 100 degrés. C'est que dans les sciences de la nature, Hume estime que l'on raisonne essentiellement de façon inductive. Qu'est-ce que le raisonnement inductif? C'est ce mode de pensée qui consiste à tirer une règle générale ou une loi à partir d'observations particulières. Par exemple, effectivement, si nous observons chaque jour que le soleil se lève, nous induisons la règle générale, le soleil se lèvera tous les jours. Ce type de raisonnement, selon Hume, est central dans les sciences de la nature, car elle repose sur l'observation et l'expérimentation pour établir des lois qui expliquent les phénomènes du monde réel. Mais Hume met en évidence une limite fondamentale du raisonnement inductif. Il ne garantit pas la certitude absolue. Contrairement au raisonnement déductif, où les conclusions découlent nécessairement des prémices, comme en mathématiques, le raisonnement inductif repose sur une extrapolation, une généralisation. Or, rien ne prouve logiquement que ce qui a été observé dans le passé se reproduira à l'identique dans le futur. Prenons l'exemple du soleil qui se lève, entre guillemets. Nous observons que le soleil s'est toujours levé jusqu'à présent. Nous en concluons qu'il se lèvera demain. Cependant, Hume souligne que cette conclusion n'est pas démontrable. Il est parfaitement concevable que pour une raison inconnue, le soleil ne se lève pas, entre guillemets, demain. Le raisonnement inductif repose donc sur une habitude de pensée et non pas sur une nécessité logique. Alors, quelle conclusion en tirer? Certes, les sciences de la nature, comme la physique ou la biologie, énoncent des lois de la nature. Mais Hume semble nous mettre en garde contre notre tendance assez spontanée à prendre des généralités fondées sur un certain nombre d'observations toujours limitées pour des lois universelles de la nature. Alors, quelle conclusion en tirer pour les sciences de la nature du moins? Ces sciences, comme la physique ou la biologie, énoncent des lois de la nature. Mais Hume semble nous mettre en garde contre notre tendance à interpréter de simples régularités observables à partir d'un nombre de cas toujours limité pour de véritables lois universelles de la nature. En vérité, nous ne savons pas si les régularités que nous observons dans la nature se produisent en tout lieu, en tout temps, dans toutes les conditions d'observation possibles. Prenons un dernier exemple. Jusqu'à Newton, au XVIIIe siècle, on pensait que la trajectoire de la lumière était nécessairement rectiligne. Or, aujourd'hui, la théorie d'Einstein admet que, à l'approche des corps les plus lourds de l'univers, comme les planètes, eh bien, la trajectoire de la lumière devient courbe et non plus rectiligne. Autrement dit, un nouveau phénomène, une nouvelle observation peut toujours venir contredire ou modifier ce que nous appelons des lois de la nature. À cet égard, Hume a une véritable actualité philosophique et scientifique, car il avait déjà compris que les sciences de la nature ne pouvaient avoir qu'une approche probabiliste. Autrement dit, puisque le raisonnement inductif ne garantit pas la certitude, les sciences de la nature visent à établir des modèles ou des lois hautement probables basées sur des observations répétées. Ces lois sont acceptées par la communauté scientifique tant qu'elles ne sont pas contredites par de nouvelles données observables. C'est cela qui explique pourquoi les théories scientifiques sont toujours susceptibles d'être révisées, amendées, voire abandonnées face à de nouvelles observations qui viennent contredire partiellement ou totalement la théorie en vigueur. Pour conclure, David Hume
nous permet de comprendre que les sciences de la nature sont effectivement marquées par une incertitude structurelle. Elles ne prétendent pas ou ne prétendent plus produire des théories absolument et définitivement vraies qui nous permettraient d'expliquer et de prédire tous les phénomènes possibles et imaginables. Au lieu de cela, elles produisent des théories qui sont constamment soumises au verdict de l'expérience. Et chaque fois que nous apparaît un phénomène nouveau que nous n'avions pas prédit, que nous n'avions pas encore observé, notamment parce que grâce au progrès des instruments d'observation, nous sommes capables d'aller plus loin dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, eh bien les scientifiques adaptent, modifient les théories en vigueur, de telle sorte qu'elles soient capables d'intégrer ce nouveau phénomène et de l'expliquer. Et ce processus n'aura sans doute jamais de fin. C'est la raison pour laquelle il y a une histoire des sciences. Le savoir scientifique ne se présente pas comme un ensemble de dogmes définitifs, mais sous la forme de théories en constante progression, de façon à intégrer toujours plus de phénomènes, à expliquer et à prédire toujours plus de phénomènes.